Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et ce soir sur France 3, Franck Ferrand met en doute une vérité établie. Bonjour cher Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Et oui, dans l'ombre d'un doute, nous allons rouvrir le dossier du massacre du tsar Nicolas II et de sa famille. C'était en juillet 1918, vous savez, à Yekaterinbourg, dans l'Oural, à la maison Ipatiev. Eh bien, ce soir, nous allons vous donner un certain nombre de révélations étonnantes. Et vous allez voir qu'en dépit de tout ce qu'on a pu dire et voulu démontrer, il est très possible que l'impératrice et ses filles aient survécu à ce fameux massacre. Alors aujourd'hui, à la veille de la 40e édition du festival d'Angoulême, vous nous parlez évidemment de bande dessinée. Mais oui, évidemment, et avec les auteurs de 3 des albums phares de ce nouveau genre à part entière, parce que je pense qu'on peut parler d'un nouveau genre, la bande dessinée historique. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous connaissez le trône d'argile sur la guerre de 100 ans ou l'épervier sur les corsaires du XVIIIe siècle. Il n'est plus rare aujourd'hui que des bandes dessinées à grand tirage, à grand succès, situent leur action dans le passé et jouent du contexte historique. Pendant longtemps, des personnages comme Alix de Jacques Martin ou comme Rahan, bien sûr, de Chéret et le Cureux, on pourrait aussi citer la famille Timour, par exemple, ont fait figure d'exception dans un univers, disons-le, plutôt dédié au futur et à l'imaginaire. Je mets de côté les œuvres humoristiques dans la veine d'Astérix ou de Rabbi Bisnogoud, évidemment. Il a fallu attendre le tournant des années 90 pour qu'émerge, en tant que genre à part entière, la bande dessinée historique. Aujourd'hui, ce genre existe, que dis-je. Il irradie grâce à un certain nombre de séries de très grande qualité, des séries avant tout respectueuses de l'histoire. Preuve de cette efflorescence d'un genre de plus en plus populaire, en 2004 a été créé le prix du château de Cheverny pour la bande dessinée historique, puis sont nés 2 festivals spécialisés, à Briançon en 2008 sous l'égide de Glénat et à Senlis en 2010. Aujourd'hui, patiemment, d'année en année, les fidèles de Murena ou d'Il était une fois en France attendent la publication d'un nouvel album, autant dire à chaque fois d'un nouveau chapitre de leur série préférée. La première, Murena, nous plonge au cœur des arcanes de la Rome impériale, au temps dangereux et sombre des empereurs Claude et Néron. Un demi-siècle après les aventures d'Alix de Jacques Martin, ce sont 2 compatriotes du maître, le dessinateur Philippe Delaby et le scénariste Jean Dufaux, qui tirent le plus grand parti esthétique et dramatique de cet univers impérial, de cet univers romain. Leurs planches ont quelque chose de cinématographique. C'est aussi le cas de la superbe saga de Sylvain Vallée et Fabien Nury sur l'occupation, autour du personnage de Joseph Ioanovici. Ça s'appelle Il était une fois en France. Et vous savez que l'année passée, à Angoulême, cette série a remporté le prix spécial de la série. Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui car les auteurs respectifs de Murena et d'Il était une fois en France, Jean Dufaux et Fabien Nury, sont nos invités. Je sais que parmi vous tous qui nous écoutez, vous êtes nombreux à boire du petit lait et à vouloir savoir ce qu'ils ont à nous dire. Ces grandes séries romanesques, disons-le, n'épuisent pas le genre de la BD historique. Il existe aussi des albums qui, renonçant à la fiction, présentent sous forme de bande dessinée des épisodes proprement historiques, avec pour protagonistes des personnages réels. J'ai bien sûr en souvenir la remarquable Histoire de France en bande dessinée, publiée par Larousse à partir de 1976 et qui avait été reprise à l'époque par FR3. Dans le même esprit, Patrick Weber, un des scénaristes d'Alix, était venu nous parler ici de sa bande dessinée sur Guillaume le Conquérant, publiée chez Le Lombard. Je vous ai parlé aussi des BD publiées par Le Puy du Fou, entre autres. Ces temps-ci vient de paraître chez Michel Lafon et Casterman le premier opus d'une série intitulée Histoire de France, au pluriel, sous la houlette de Laurent Deutsch, avec le scénariste Sylvain Rimbert et le dessinateur Eduardo Ocaña. Cet album est consacré au bras de fer entre le jeune François Ier et son cousin, le connétable de Bourbon, dont l'histoire a surtout retenu une formidable trahison. Laurent Deutsch est ici avec nous pour en parler et dans un instant, il va nous expliquer comment il en est venu, lui, à la bande dessinée. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
extrait sur Europe 1 du souper, une musique composée par Vladimir Cosma, extrait de la BO du film d'Édouard Molinaro. Nous vous retrouvons, Franck, avec vos invités pour une émission spéciale, bande dessinée, dans le cadre évidemment de notre partenariat avec le Festival de la BD d'Angoulême. Et oui, un clin d'œil pour vous, Laurent Deutsch, puisqu'il s'agit donc de cette pièce de théâtre de Jean-Claude Briseville, Le Souper, que vous avez adoré et qui en quelque sorte est à l'origine de votre goût pour le scénario historique. Exactement, c'est le même procédé narratif que j'ai voulu reprendre, à savoir la rencontre, la conversation au soir d'un moment essentiel de notre histoire. Donc pour Briseville, c'était au soir de la défaite de Waterloo, entre Fouché et Talleyrand, deux grands esprits du siècle qui ont vraiment décidé au cours de ce souper, de cette conversation, du sort de la France. Est-ce qu'il fallait retourner en monarchie, en république, maintenir l'Empire? C'était un moment donc crucial, essentiel, et on aime bien évidemment, en tant que passionné d'histoire, être la petite souris qui se glisse dans la pièce pour pouvoir assister à la conversation. Alors vous parlez de rencontre, on peut parler de bras de fer dans la plupart des cas, puisque évidemment ces grands personnages de l'histoire ont souvent essayé de s'affronter, et il y en a toujours un qui gagne dans l'affaire. En l'occurrence, c'est François Ier pour ce qui est de ce premier tome consacré au connétable de Bourbon et à François. Alors vous les prenez l'un et l'autre très jeunes, évidemment. Tout commence sur le champ de bataille de Pavie en 1525. Oui, et ce qui m'a fasciné autour du connétable, cette image du connétable qu'on avait, c'est qu'effectivement, on le fait passer, on le connaît comme étant le premier grand traître c'est vraiment de la notre figure histoire. du traître, oui, vraiment. Et ça me plaît d'essayer ça m'a plu de m'attacher à des personnages qu'on connaît, qui évoquent quelque chose qu'on n'ose pas trop développer, ni trop fouiller un peu dans leur mémoire, ni dans leurs entrailles, j'ai envie de dire, parce que ils sont un peu bannis, ils sont proscrits de notre histoire, et pourtant, ils font partie quand même de la mémoire collective. Ils font partie de notre fond commun, donc c'est quelque part ils ont été essentiels et qu'ils ont existé et qu'ils ont posé problème. Donc c'est autour de ce problème épineux que j'ai eu envie de raconter une histoire, raconter leur vie. Mais c'est une histoire sans manichéisme. Il faut bien expliquer que vous montrez les raisons d'être et d'agir de l'un comme de l'autre. On n'a pas d'un côté un roi lumineux, François Ier, sûr de son bon droit, et en face un traître, un félon qui longe les murs. Pas du tout. On est en face de deux personnes qui chacun joue sa partie. Il ne faut pas oublier qu'on est à une époque où, évidemment, la trahison n'a pas le même sens qu'aujourd'hui, puisqu'on est d'abord fidèle à une lignée, à un patrimoine familial. On pourrait presque dire qu'on est fidèle à un lignage. Oui, bien sûr, ce que j'ai voulu éviter, et c'est pour ça que je me suis appuyé sur des biographies et sur des personnages que je fais parler, finalement, avec leurs convictions et leur esprit, et dans leur temps qui leur était propre, c'est que je déteste les jugements, surtout de juger l'histoire en chaussant les lunettes d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui est totalement illégitime et qui fait du tort à l'histoire. Donc j'ai pas voulu distribuer les bons points en disant là le connétable avait raison, là le roi de France avait raison, choisir l'un pour l'autre. Non, je présente les deux. Chacun avait des raisons qui les ont poussés à agir comme ils l'ont fait, et ça sera au public qui se fera une idée et qui surtout, je l'espère, avec cette BD aura envie d'en savoir plus et nourrira et s'alimentera autour des biographies et de tout ce qui a été dit autour de François Ier et du connétable de Bourbon. Alors, au XVIe siècle. Évidemment, vous allez chercher dans l'histoire des épisodes saillants. Je pense par exemple à ce moment à peine croyable où l'on voit le roi d'Angleterre Henri VIII qui joute carrément, qui boxe si je puis dire. Il est en train de se battre physiquement. Ils sont tous les deux torse nu avec le roi François Ier. C'est au camp du Drap d'Or. C'est un épisode réel, bien sûr, historique. On l'a vu pas plus tard qu'il y a quelques années dans la fameuse série des Tudors qui raconte la vie d'Henri VIII, où on voit à quel point ces rois-là étaient encore, ils vivaient dans cet esprit chevaleresque de la féodalité. Ils vivaient dans une mythification d'eux-mêmes. J'aime à dire en parlant de François Ier que son autorité c'était surtout par sa mère qui la recevait. C'était vraiment Louise de Savoie qui faisait tout. C'était un peu ce couple royal, la tête et les jambes. La tête, c'était Louise de Savoie. Les jambes, c'était François Ier. Alors, il y a une chose qui m'étonne, moi, toujours, c'est qu'évidemment, j'adore la radio pour cette raison. J'ai écrit un certain nombre de livres et notamment de romans pour la même raison. C'est que lorsqu'on reste dans le texte, on est très libre. Une armée de 100 000 hommes, ça prend 4 secondes à écrire. Ça peut prendre des heures et des heures à dessiner, à mettre en scène. Dès que l'image est là, on s'en rend compte avec la télévision, mais on s'en rend compte aussi pour ce qui est de la bande dessinée, tout est plus compliqué. Vous n'avez pas choisi la facilité en passant à la BD. C'est plus long, c'est plus compliqué, mais c'est possible.
Alors qu'au cinéma, c'est encore plus difficile par au mon cinéma, métier oui, d'acteur, je me fais l'interprète de documentaire, par exemple, c'est beaucoup plus difficile et parfois irréalisable. Alors que là, par la bande dessinée, on peut tout se permettre. C'est plus long, c'est plus fastidieux. L'avantage en plus, là, c'est pas moi qui dessine, c'est pas moi qui passe des heures entières à s'abîmer les doigts sur la feuille pour essayer de rendre ça le plus magnifique possible. Mais je rebondirais sur, par exemple, Fabien Nury et Il était une fois en France, cette saga que j'ai dévorée littéralement. Mais j'ai cru quand même reconnaître dedans pas mal d'épisodes de cadrage de la libération de Paris, d'images qui sont celles donc des archives qui appartiennent aux archives nationales et qui sont difficiles d'exploiter. Alors là, on a la possibilité, puisque ça t'appartient complètement, de tout prendre, de tout faire. C'est vraiment l'imagination qui est au pouvoir et le budget est illimité et on s'arrête devant rien et c'est ce qui permet d'avoir la plus belle des réalisations. Justement, c'est le talent du dessinateur. Fabien Nury. Mais qu'il a, c'est pas une limite en l'occurrence, il n'y a aucun problème. Le dessinateur, en l'occurrence, il travaille à partir de photos, à partir de documents, à partir de catalogues de mode de l'époque. Comment est-ce qu'on se documente pour arriver à fournir autant d'images ? Alors évidemment, il travaille plus sur base de photos quand il fait Il était une fois en France sur le XXe siècle que lorsqu'il traite de l'histoire plus ancienne. Évidemment. Donc là, on a un problème de recherche iconographique qui est très important effectivement pour les dessinateurs. Je pense, et c'est très important, que les dessinateurs qui réussissent le mieux ne se documentent pas que pour un album. Ça n'est pas qu'une documentation utilitaire. Un type comme Sylvain Vallée, c'est quelqu'un qui avait depuis 10 ans de la doc sur la Seconde Guerre mondiale et depuis 20 ou 30 ans, l'envie, un jour, en tant que dessinateur, de se plonger dans cet univers. Et à ce moment-là, vous avez quelqu'un qui sait non seulement, entre guillemets, à quoi le téléphone ressemble, mais aussi comment il marche. Voilà, et c'est ça qui va donner la véracité et c'est ça qui va permettre d'avoir l'épaisseur, en quelque sorte. Exactement, et le point de vue. Jean Dufaux, quand vous travaillez, vous, sur la Rome antique, est-ce que vous vous limitez en tant que scénariste pour éviter à votre dessinateur d'avoir à résoudre des problèmes insolubles en termes d'image et de reproduction ? Je crois que c'est assez différent par rapport à mes deux collègues, puisque effectivement il y a des archives. Si l'on prend Paris, le métronome, les métros, si l'on prend Sylvain Vallée avec Paris, on a des documents, on a des photos, on a des archives. Vous en avez beaucoup moins, hein ? On n'en a quasiment pas. Je crois que nous sommes entre la béance et quelques ruines. Et nous devons tout reconstruire à partir de ruines et de béances. Et à partir d'autres représentations, c'est-à-dire qu'il y a évidemment dans Murena des citations cinématographiques qui sont peut-être aussi importantes que l'évocation des mosaïques d'Ostia Antica. Nous entrons dans un instant exactement dans les arcanes de cette Rome impériale. En votre compagnie, Jean Dufaux, nous allons parler de Murena. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck, il s'agit de Rome. Et oui, Julia, donc ça c'est Rome, mais vous aviez, commencé avant Jean Dufaux avec Philippe Delaby pour votre Murena. C'est-à-dire que cette image d'une Rome plus âpre, plus véritable, vous nous la donniez avant même que les scénaristes de cette série ne s'y collent. Avant même Gladiator, en fait, puisque nous avons précédé d'une année la sortie du film et le revival, si je puis dire, de l'Antiquité et des traitements sur la Rome antique. Le problème, effectivement, c'était que les deux auteurs rêvaient d'une histoire sur l'Antiquité, sur Rome. On s'est très vite rendu compte que s'attaquer à Rome, il y a deux grandes difficultés. J'ai déjà parlé de la documentation qui n'est pas pléthorique. Et puis il y a aussi le fait que comme il n'y a pas documentation, comme il n'y a pas fixation de documents, très vite l'imaginaire est relié par Hollywood et par le cinéma. Et Dieu sait ce que Hollywood peut faire de l'histoire. On sait tous que Charlemagne est le fils de Napoléon, par exemple, etc. Et donc, quelque part, nous sommes dit qu'on devait se méfier de cette représentation-là, qui est parfois toute sauf historique. Alors évidemment, moi j'ai fait, quand j'étais môme, mes gréco-latines. J'ai étudié mon latin, j'aimais bien le texte latin, je le lis encore en français, puis en latin. Donc il y a toujours Tacite, il y a Suétone. Les bons auteurs. Les bons auteurs, voilà. Puis même la guerre des Gaules. Je me souviens que j'ai dû traduire pas mal de passages de la guerre des Gaules. Donc cet amour-là des textes antiques est resté. Et Murena, c'était aussi le fait de trouver un angle d'attaque. Le texte est présent, d'ailleurs, dans toute l'histoire. Le texte est presque un personnage à part entière. On a constamment rapport avec cette langue latine. C'est fondamental ce que vous dites. Je pense. Ouais. C'est pour ça aussi que nous avons eu la chance qu'un professeur émérite comme Claude Aziza ait voulu traduire le premier tome en latin. Et ça lui a tout de même mis une année avant d'y arriver. Donc ce n'est pas aussi évident que ça.
Et puis le démarrage, c'était de trouver l'angle d'attaque. Et l'angle d'attaque, c'est cette version historique qui veut que finalement, version nouvelle, Néron n'est pas bouté, n'est pas mis Rome à feu, il était loin, c'est pas possible. Et c'est de réinterpréter les personnages, à savoir Néron, à savoir un personnage fabuleux comme Pétrone, qui n'a peut-être pas existé, ce serait peut-être un certain Empédocle ou je ne sais trop quoi, qui était un affranchi. Il n'a peut-être pas écrit le Satyricon, et lorsque vous parlez du Satyricon, vous allez buter contre l'image d'un autre film, contre l'imaginaire d'un autre créateur, Federico Fellini. Donc on est chaque fois entouré d'une référence cinématographique aussi forte que littéraire. Et il a fallu glisser Murena entre les deux. Ça, c'était un gros travail de base. Et c'est une bande dessinée qui est très peu bavarde. C'est-à-dire que votre scénario est fondé beaucoup moins sur le dialogue que sur une sorte de progression dramatique. C'est très subtil comme travail. C'est un hommage que je vous rends. Et ça donne au dessin et à la présence plastique une très très grande importance. J'ai sous les yeux là le dernier volume en date, là, le 8e, avec cet incendie extraordinaire et le jeu incroyable sur les blancs pour faire ressortir l'incandescence du feu. Sur un plan plastique, c'est absolument magnifique. On a l'impression que vous vous effacez un peu, vous, comme scénariste, derrière ce travail. Je crois qu'on doit tous s'effacer derrière l'histoire. Je répète toujours un dessinateur, et je répète au scénariste que je suis, d'abord l'histoire. Je suis au service de l'histoire, autant que le dessinateur. Mais non, une histoire comme Murena peut entraîner le dessinateur très loin. Il y a une planche, par exemple, dans le dernier volume, où il y a 300 petits personnages qui s'agitent sur une planche. C'est incroyable. Ça met un certain temps. Le danger ne vient pas de là. On a l'impression qu'ils s'agitent en plus, vous avez parfaitement raison. Oui, ils s'agitent tous, ils ont chacun leur gestuelle. Mais je me souviens, il y a 2-3 ans, je ne voyais plus arriver de planche de Murena. J'étais voir le dessinateur chez lui, et en fait, tout doucement, il avait chuté dans le puits de l'histoire, si je puis dire. Il était en train de chercher le type exact de chaussures que portaient les femmes au mois de février 53 ou 54. C'était devenu une obsession. Et bien sûr qu'il n'allait pas trouver ce type de chaussures. Il était en train de dessiner des chaussures. Il avait abandonné l'histoire. Il avait abandonné les planches. Il était parti sur un chemin de traverse, en fait. Il était parti sur un chemin qui l'éloignait. Et oui, effectivement, il y avait une fixation qui devenait très dangereuse. Et ce n'a pas été facile. C'est Philippe Delaby. Ce n'a pas été évident de le ressortir des chaussures, des cothurnes, pour se replonger dans l'histoire. Et c'est le problème qu'on doit affronter, c'est que nous ne serons jamais le citoyen romain qui, de sa terrasse, voit Rome s'étaler devant lui. Donc, comme tout a été inventé, à un moment donné, il ne faut pas se dire que moi j'ai la bonne vue de Rome à cette époque-là, ça n'existe pas. Si vous commencez à tirer un fil, vous allez remonter au Big Bang, ça c'est obligatoire. Il y a un moment où il faut faire des concessions. Il n'empêche que l'essentiel de toutes ces histoires, et c'est le point commun à toutes ces séries, c'est qu'on est sur les grands ressorts du drame humain, c'est-à-dire toujours le pouvoir, la trahison, enfin exactement ce sur lesquels Parce que finalement, l'histoire n'est pas autre chose qu'une matière pétrie d'humanité. C'est une histoire un grand réservoir d'expérience humaine, en quelque sorte. Oui, voilà, c'est quelque chose qui est... C'est une science humaine qui est au service des hommes, voulue par les hommes, faite par les hommes, racontée par les hommes au sujet des hommes. Je crois que c'est terriblement difficile d'oublier la dimension humaine et toutes les vicissitudes humaines qui font partie intégrante de la grande histoire. Le thème doit primer, d'après vous ? Je pense que la valeur de l'histoire, c'est donc de créer des histoires et par là même les émotions qu'elles suscitent. Notre métier finalement est très simple. Il s'agit de faire rire, faire pleurer, faire peur ou faire rêver. Les émotions peuvent être multiples. Il suffit d'en réussir une. Faire rire et bien rire, je vous garantis que c'est un beau succès. Faire pleurer, c'est très difficile aussi. Et donc en bande dessinée, avec ce support papier, vous n'avez pas forcément la puissance d'évocation du livre, vous n'avez pas forcément la musique du cinéma, ni l'interprétation physique des acteurs, mais vous avez cette synthèse livrée par le dessinateur et une petite magie qui est l'espace entre les cases. Avec ça, vous pouvez imaginer un monde. C'est ça notre métier. Il faut que le lecteur puisse s'engouffrer dans ces interstices en quelque sorte. Alors vous êtes, vous, le scénariste d'Il était une fois en France. On y vient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1. Un clin d'œil à vos invités, cher Franck, sur Europe 1. Il était une fois en Amérique, BO du film de Sergio Leone de 84, sur une musique composée par l'immense Ennio Morricone. Nous filons la métaphore cinématographique. Donc, Il était une fois en Amérique, qui a joué le rôle de matrice, si je puis dire, dans votre histoire. Il était une fois en France, Fabien Nury.
Une sorte de modèle, un cousin lointain qu'on admire et qu'on a admiré depuis son enfance, surtout. Il était une fois en Amérique, c'est l'histoire d'un jeune juif qui se tire du ghetto, littéralement, les armes à la main, et qui a une ascension et une chute relativement vertigineuse. Il se trouve que l'histoire de Joseph Joanovici en France présente des similitudes avec l'histoire de Noodles. Comment l'avez-vous découvert, ce personnage? Il est alors lui vraiment au cœur de votre histoire. Hein. Oui, c'est son histoire. Son histoire. Une fois en France, c'est l'histoire, la vie de Joseph Joanovici, le ferrailleur milliardaire, à la fois collabo et résistant, parti de rien, arrivé à rien, mais ayant fait beaucoup entre-temps. L'ambivalence fait homme. Exactement. Au fil de mes lectures, il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai coécrit un film qui s'appelait Les Brigades du Tigre, avec un album aussi. Donc, je me suis intéressé, et je m'y intéressais déjà un petit peu à la police du début du siècle, donc à la criminalité organisée, et je trouve que notre criminalité française est largement sous-estimée d'une manière générale. On n'a pas la mafia, mais on a des criminels organisés qui ont inventé des choses très bien chez nous. Oui, la traite des blanches, le trafic d'héroïne sont des legs français au reste du monde, et on devrait le rappeler. Mais oui. Évidemment, vous vous intéressez aux criminels, vous êtes amené sur l'occupation, car elle a redéfini la carte du crime, ou à peu près aussi bien que la prohibition a redéfini la carte du crime aux États-Unis. Et si vous vous intéressez à l'occupation, vous allez tomber sur ce nom, Joseph Joanovici. Or, il n'est lui-même pas un gangster à proprement parler, mais il en a fréquenté beaucoup, et c'est un personnage infiniment plus ambigu, plus riche, plus subtil que tous les gangsters auxquels je m'intéressais. Et donc j'ai abandonné en quelque sorte les clichés que j'avais en tête pour m'intéresser à ce bonhomme, qui avait en plus un deuxième mérite, c'est qu'à chaque fois que je prenais une source de doc, elle n'était pas d'accord avec la précédente. Donc l'ambiguïté sautait aux yeux, et je me disais, mais ils vont pas finir par se mettre d'accord. Alors, salaud ou héros? Ça m'a pris des années. Ou les deux. Il me rappelle un certain connétable, ce Joanovici. Alors justement, vous êtes un peu la synthèse des deux démarches, si je puis dire, là, Fabien Nury, puisque vous partez d'un personnage réel, ayant existé. En plus, comme on est dans l'histoire très contemporaine, avec tout ce que ça peut supposer comme gêne éventuelle pour des descendants, pour des gens qui ont connu le personnage. C'est un sujet pas évident, effectivement. C'est pas évident. Et puis en même temps, vous êtes quand même dans une approche fictionnelle. Vous construisez une histoire à la manière, évidemment, de ce que fait Jean Dufaux. Alors c'est pour ça qu'il y a un avertissement au début de chaque album, où je précise que même inspiré de faits réels, cette histoire demeure une fiction. Parce que même si je n'invente pas grand-chose, je coupe, je condense, je dramatise. Et ça, c'est mon point de vue d'auteur. À partir de là, je fictionne. Si je prétendais que je ne fictionne pas, je serais malhonnête. Donc, plutôt que d'aller mettre des astérisques un peu partout, disant authentique, faux, authentique peut-être, vrai mais à moitié, je préfère avertir les gens que ceci est une fiction, librement construite, mais quand même dans un esprit de responsabilité, à partir de faits réels. Après, je suis comme Laurent, je dirais que si ça leur donne envie aux lecteurs d'ouvrir d'autres bouquins d'histoire et de partager notre passion, tant mieux, ça c'est un joli bonus. Il y a quand même une chose qui me fascine dans cet art de la bande dessinée, c'est qu'il faut être très patient, aussi bien pour la créer que pour la lire. Vous sortez les chapitres l'un après l'autre à un rythme annuel, donc il faut avoir le temps d'attendre, si je puis dire. J'ai aussi envie de connaître la fin. Moi, j'en ai besoin pour construire mon histoire aussi. Donc, ça n'est pas un feuilleton, particulièrement quand l'histoire est vraie, particulièrement quand elle est grave. Oui. Il y a un holocauste, c'est l'occupation quand même. Sûr, donc, oui. là, on n'a pas envie de dire n'importe quoi ou d'aller n'importe où. Alors, après, je rassure les lecteurs, Il était une fois en France, c'est 6 albums et c'est une histoire complète et terminée. Les questions que vous vous posez en tant que scénariste, ça peut paraître étrange pour nos auditeurs, mais ce sont des questions de méthodologie historique en fait. C'est-à-dire que vous êtes confronté exactement aux mêmes difficultés qu'un biographe ou un auteur de thèse lorsqu'ils vont s'attaquer à un sujet historique. Je pense que c'est vrai, et je pense que pour autant je dois revendiquer mon titre d'amateur aux deux sens du mot, parce que je conserve des outils. Aux deux sens, c'est-à-dire pas professionnel, mais aussi amoureux. Hein. Voilà. Exactement. Et ça me permet de faire appel de temps en temps à des outils qui sont l'extrapolation, l'imagination, même si, encore une fois, si je prends un protagoniste qui n'est pas réel dans un contexte réel, ce qui va être le cas d'un Murena ou Silas Corey ou d'autres séries qu'on fait, alors là, j'ai une grande liberté. Mon niveau de réalisme est plus bas. Si je fais Il était une fois en France, là, non, je m'en accorde assez peu. Si je fais La mort de Staline, c'est l'histoire de la mort de Staline. J'ai pas à réinventer ça. Pas non plus parce que je souhaite... Ce qui était le cas, en l'occurrence, hein, il faut expliquer, oui.
Oui, toi la mort de Staline. Oui, j'ai fait un diptyque sur la mort de Staline, et juste parce que il se trouve que c'est absolument atroce, mais c'est aussi drôle. Donc c'est savoureux. Donc autant profiter de cette C'est de la tragicomédie là. Oui. Exactement. Mais alors là, comme il s'agit vraiment d'événements réels, j'essaye d'inventer le moins possible. Mais encore une fois, les condensations et les points de vue que je prends sont des points de vue d'auteur, donc de fiction. Et puis moi, j'y étais pas. Je sais que telle phrase est citée, mais est-ce qu'il l'a dit à tel perso et dans ces circonstances-là? Et puis moi, scénariste, je me dis, mais alors, s'il lui a dit ça, ça veut dire que la fois précédente, il avait dû lui dire ceci. Ça, c'est l'extrapolation et c'est mon boulot. Oui, mais en même temps, c'est l'induction, ou la déduction. En tout cas, c'est toute la question de la sensibilité humaine. Vous êtes avant tout un psychologue lorsque vous écrivez un scénario, qu'il soit de cinéma, de télévision ou de bande dessinée, évidemment. Je crois qu'une grande partie de notre travail, on va dire, en tout cas, quand il y a une partie de fiction, et je parle sous le contrôle de Jean, qui est un maître narrateur, c'est que vous ne devez pas savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Ça n'est pas censé vous sauter aux yeux. Si ça vous sautait aux yeux, on aurait raté notre boulot. À l'exception de Murena, c'est la seule fois dans ma carrière où effectivement il y a le double mouvement. À savoir qu'il y a l'histoire qui est racontée, et puis il y a un correctif malgré tout. On repart sur l'histoire. Par exemple, Pierre, on ne sait pas trop s'il était présent à Rome en 52-53. Nous l'avons mis en scène d'une façon différente que l'acteur américain typique gros, barbu et vieux qui représente Pierre. Mais il y a aussi le fait que nous allons indiquer que nous ne sommes pas sûrs que Pierre existait à ce moment-là, qu'il était en tout cas à Rome. Pendant l'incendie de Rome dont nous avons parlé, les eaux du Tibre, de par la chaleur, il faisait très chaud à cette époque-là, c'était un niveau extrêmement bas. J'avais besoin, pour une séquence dramatique, de faire jeter plusieurs personnes dans cette eau, qu'ils se battent, qu'il y ait un moment dramatique sous l'eau. Nous avons remonté le niveau de l'eau. Mais nous indiquons dans une note qu'effectivement, c'est faux. C'était pas le cas. Et donc, il y a un rectificatif historique, il y a un jeu de balance par rapport à l'histoire qui est dite. Entre ce que vous montrez et ce que vous dites. Ça, c'est assez fascinant. Alors, on va justement venir dans un instant à la question de la vérité historique, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, au cœur de toutes ces questions. Et avec vos invités aujourd'hui, Franck, sur Europe 1, Laurent Deutsch, qui est comédien bien sûr et auteur de la nouvelle série BD Histoire de France, et Jean Dufaux, scénariste de la série BD Murena. Avant de passer de l'autre côté de la barrière, est-ce que vous étiez un grand lecteur de bande dessinée, Laurent Deutsch ? Moi, j'utilisais tous les supports possibles et imaginables qui me permettaient de voyager dans le temps. Donc la bande dessinée, j'ai commencé avec les Tuniques bleues de Covin et Lambil. Ensuite, quelqu'un qui était de chez moi, qui était un angevin, qui avait une série qui s'appelait Bec en fer, qui s'appelait Jean-Louis Pêche, qui racontait, c'était vraiment sous la forme vraiment de la comédie, les aventures d'un baron, un peu une revisitation des rois maudits pendant la guerre de 100 ans, un baron qui veut déposséder son héritier. J'ai évidemment dévoré Murena, tout ce qui nous permet de voyager dans le temps et de transformer une bande dessinée en un Nautilus. Alors en même temps, ce que vous faites, ça n'est pas seulement un instrument de rêve. Vous avez une ambition pédagogique ou didactique en tout cas. L'idée est d'apprendre un peu l'histoire aux plus jeunes. Il y a cette dimension. Donner envie. Pour moi, l'histoire de France, notre histoire, c'est notre album de famille. Elle nous appartient à tous, qu'on soit ici depuis 2 minutes ou depuis toujours. Moi qui n'ai pas connu en famille du côté de mon père, je me réclame donc de Philippe Auguste, de Jeanne Hachette et de Jeanne d'Arc. Ce sont nos aïeux et ce sont eux qui nous laissent en héritage ce jardin merveilleux qui est la France. Donc c'est pourquoi je m'intéresse avant tout à l'histoire de France, mais que j'ai envie de la défendre et de la transmettre parce qu'elle ne m'appartient pas et qu'elle doit au contraire rester dans la mémoire collective. C'est pour ça que j'essaye de rappeler des grands événements grâce surtout au quotidien des gens, et surtout pas les musées. J'ai un petit peu pas les musées en horreur, mais je trouve que les musées sont la caution pour dire bon voilà, l'histoire est sauvegardée, on peut faire ce qu'on veut. Non, l'histoire doit être bien à sa place, bien ancrée dans le placard. quotidien des Français. C'est pour ça que je me suis basé sur les stations de métro pour raconter l'histoire de France. Et en même temps, vous n'avez pas pris des personnages parmi les plus célèbres. Commencer par François Ier, le connétable de Bourbon, c'est un pari. Mais parce que mais je les articule autour de la seule et grande date qu'on connaît avec le 1789, qui est 1515. Tout le monde connaît la date de 1515. Qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 chiffres ? Qu'est-ce que c'est que cette bataille de Marignan, qui d'ailleurs voit plutôt que la victoire des Français la naissance de l'Allemagne avec les bandes noires, ce peuple qui va se dire tiens, on est suffisamment puissant pour vaincre les Suisses, donc peut-être qu'on peut avoir notre place sur l'échiquier européen. Marignan, c'est ça, c'est la victoire et l'acte de naissance des Allemands. C'est aussi ça qu'on ne sait pas et qui est passionnant derrière ces fameux 1515. Parmi tous les éléments que vous pouviez garder, vous avez fait un choix très très sélectif parce que le problème de la bande dessinée, c'est qu'on a relativement peu de place. Donc vous avez mis en avant un certain nombre d'épisodes de la vie de ces deux personnages qui sont d'ailleurs leur rencontre.
réelles ou imaginaires, parce qu'il y a des rencontres que vous êtes obligé de créer, en quelque sorte, dont on ne sait pas si... Disons qu'on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Au soir de la défaite de Pavie en 1525, on sait qu'ils ont passé la soirée ensemble, on sait qu'ils ont dîné ensemble, mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Donc plutôt que d'inventer une discussion, de leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit, d'aller trop loin dans l'extrapolation, j'ai préféré me servir de cette rencontre pour que l'un et l'autre exposent finalement les grands moments de leur vie. Et pour ça, j'ai fait parler des grands biographes de François Ier, comme Jacquard ou Castelot, etc., et des grands biographes du connétable de Bourbon comme Bréjon ou Crouzet, pour que, en mettant en rapport les grands événements qui ont marqué leur vie, on puisse comprendre pourquoi ils ont été poussés à telle ou telle action. J'ai pas voulu inventer de dialogue, ça m'aurait paru fastidieux et inintéressant finalement, parce que si on est dans l'invention pure, on va être complètement hors sujet, et je crois qu'on va pas intéresser les gens, parce que ce qui intéresse les gens, c'est quelque part une certaine forme de vérité historique. Dans votre cas, c'est certain. Est-ce que lorsqu'on lit Murena, le but est d'aller découvrir la Rome antique, ou est-ce que c'est simplement de se laisser bercer par une histoire presque hors du temps? Jean Dufaux, que viennent chercher vos lecteurs? Est-ce qu'ils viennent chercher une ouverture vers une période historique, ou est-ce que simplement ils cherchent une histoire humaine? D'abord, personne ne cherchait plus rien, puisque depuis Alix, en fait, il n'y avait plus de péplum qui fonctionna positivement. Donc, quelque part, il y avait un grand trou. Et c'est vraiment par plaisir, vraiment par plaisir que nous avons entamé cette histoire, ne visant pas du tout un succès quelconque, n'y croyant même pas, parce que ça ne fonctionnait pas à cette époque-là. Je répète, c'était avant Gladiator. Donc, on est parti, un premier volume a rencontré un public très moyen, un second aussi, ce n'est qu'à partir du troisième, au moment où, curieusement, il y a un corpus universitaire qui s'est intéressé à Murena. Nous avons reçu une lettre du conseil historique sur Gladiator, justement, qui nous a appuyés. Et donc, tout doucement, la boule de neige s'est mise à rouler. Mais au départ, on ne cherchait strictement rien qu'un plaisir propre, une émotion propre. Et puis, c'est vrai que quelque part, l'ambition est arrivée de par le sujet. Je dirais presque même pas par les auteurs. On s'est rendu compte que quelque chose se levait et prenait de l'ampleur, prenait de l'espace. Et de plus en plus, il y avait aussi ce poids de la documentation. Donc, quelque part, il ne fallait pas se laisser écraser non plus par le poids de la documentation. Et c'est donc vraiment un sujet qui s'est levé de par lui-même. Et qui, peu à peu, a fait des adeptes. Maintenant, il y a une sorte de groupe d'aficionados, des gens qui vivent un peu à travers votre univers. Ça, c'est magnifique. En plus, des mecs en poche, en plein cœur d'hiver, ils vont tous attraper la grippe. Des cohortes, des légions. Et puis ils se posent pas de questions pour les pompes. Ils sont tous en basket. Bon, d'abord, chacun a son imaginaire propre et chacun raconte. Vous mettez un monsieur, une dame, un petit chien dans un ascenseur. Nous avons tous une sensibilité différente pour raconter l'histoire. C'est pas le problème. Mais c'est vrai que c'est très agréable de voir que subitement, il y a 20, 30, 40 péplums qui voient le jour depuis. Mais voilà. C'est ça, vous êtes très, très copié en quelque sorte. Vous choisissez les périodes que vous allez traiter, parce qu'il y en a d'autres en préparation évidemment. Oui, c'est une collection qui, si tout va bien, remontera le temps, donc autour de deux grandes figures, pour maintenir une histoire incarnée. Vous parliez tout à l'heure de la fameuse Histoire de France chez Larousse. Moi, je l'avais appréciée, mais je trouve qu'elle devenait finalement une grande galerie de personnages qui ne disaient pas grand-chose. Celtil ressemblait à Vercingétorix, qui ressemblait à Clovis, qui ressemblait à Charlemagne. Ils avaient tous un peu la même tête avec de la barbe fleurie. Enfin, c'est l'image d'Épinal qu'on a de ces dynasties de première et deuxième race. Ça me parlait pas trop. Moi, j'ai vraiment voulu m'en tenir à des personnages précis pour qu'on entre dans leur humanité, quoi. Et c'est à partir du moment où on parle avec cœur de l'histoire et de l'humanité de ceux qui l'ont faite que je crois que le pari est gagné et qu'on rend service à l'histoire. Je suis bien d'accord avec ça. Ce que je voudrais dire, c'est ce qui nous intéresse, nous, somme toute, c'est les personnages. Les personnages ont des destins. Et Fellini disait, j'ai le cynisme tranquille du raconteur d'histoire qui sait que l'histoire lui offrira toujours des sujets. Bon, pourquoi ? Parce que les personnages et leur folie, et la folie démentielle de toutes les périodes historiques, pour quiconque veut s'y intéresser, va offrir ces destins épiques, tragiques, grandioses. Et le destin d'un personnage, plus le point de vue et la passion de l'auteur, cela peut créer, encore une fois, des émotions chez le lecteur. Vous disiez, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Rien, si ce n'est des émotions. Et si vous voulez, on n'est pas là à essayer de répondre à une quelconque demande. On n'est pas des marchands disant « Ah, dis donc, là, Rome, ça rigole bien, tiens, si je me mettais en toge, c'est pas ça. » Ou alors « Oh là là, moi aussi, je vais faire dans la croix gammée, ça va vendre. » On peut pas faire ça. Ce qu'on a, c'est une passion. On sait que la passion de Laurent est communicative, on le sait depuis longtemps. Quant à Jean et moi, c'est pareil. On a notre passion qui grandit. On est comme des enfants qui sont avec les plus beaux jouets du monde et on essaye d'inviter les gens à partager et à inventer le monde aussi qu'on a vu. Mais c'est simplement ça. Et si ce monde leur plaît,
ils le disent à leurs copains, qui viennent aussi, et ainsi Vous de l'avez suite. fait dans le cadre de la bande dessinée, vous pensez que ça peut donner lieu à des adaptations à la télé ou au cinéma? Oui. Il était une fois en France, il y a un projet qui est en cours, oui. Oui. Après, ça s'y prête assez bien, à vrai dire, oui. Alors, je suis bien placé pour savoir que 6 albums de 62 pages, ça correspond à peu près à 6 heures de film. Le truc, c'est que s'il y a bien une difficulté avec l'histoire, je crois, dans l'audiovisuel, c'est que quand vous allez proposer à des financiers un film d'époque long, noir et cher, peuplé d'anti-héros et qui finit pas forcément bien, vous allez voir comment vous allez être reçu par rapport à celui d'à côté qui va proposer une comédie contemporaine. À titre personnel, je le regrette, je le déplore. Depuis des années, le cinéma français ne fait pas assez travailler ce muscle. Ce muscle est en train de faiblir. Nous ne faisons plus rêver. Faisons des sujets historiques par pitié. Jusqu'à 14h sur Europe 1, nous nous intéressons à la bande dessinée historique, toujours en votre compagnie, Franck, celle de vos invités, dans le cadre de notre partenariat avec le Festival de la BD d'Angoulême. Un des aspects les plus fascinants pour des personnes extérieures au monde de la bande dessinée, c'est cette collaboration, évidemment, entre le dessinateur et le scénariste. C'est un travail que vous faites, c'est vous qui écrivez d'abord un scénario et ensuite vous essayez de voir avec Philippe Delaby comment ça se passe, ou est-ce que vous travaillez ensemble, Jean Dufaux? Comme je ne sais pas dessiner un œuf, il vaut mieux que j'écrive de mon côté. Et je pense en fait que moi je viens d'une école de cinéma. J'ai étudié la mise en scène et le montage à Bruxelles, à l'Institut des Arts de Diffusion. Et donc j'applique à peu près le même système, à savoir d'abord le choix du collaborateur. Parce qu'il faut tout de même savoir qu'un Murena ou Les Voleurs d'Empire que j'ai écrit il y a quelques années, c'est 10 ans, 12 ans, 13 ans de travail. Vous partez pour une très longue aventure. Donc il vaut mieux s'entendre avec la personne, qu'il y ait un respect, qu'il y ait une force commune et que l'on sache très bien que l'on va essayer de suivre le chemin jusqu'au bout. Donc déjà le choix du collaborateur, comme dans un film, pièce de théâtre. Ensuite, c'est le repérage, c'est-à-dire que soit on voyage, on peut voyager, on bouge. Vous le et faites, puis il y a la vous documentation allez quand sur je place, peux, absolument, je vais sur place quand je peux. Bon, je suis pas les temps que je veux à Rome, je peux manger la meilleure pizza du monde, mais je ne retrouverai pas la Rome antique, c'est clair. Sinon des pierres dans les musées. Et puis voilà, comme dans les pierres dans les musées, je m'en méfie un petit peu, je préfère la vie et l'émotion également. Et puis il y a un certain ciel à Rome aussi quand même. Il n'y a pas que le ciel. Les étourneaux. Vous savez, j'ai un moment merveilleux à Rome, c'était sur la Via Appia. Je terminais mon Montaigne, j'étais dos à un arbre, il faisait magnifiquement beau, et il y avait une école de jeunes filles qui sortaient à ce moment-là, jambes nues sous leurs jupes bleues, et elles mangeaient leur petit pique-nique à midi, et puis j'étais mangé dans une petite trattoria, je venais de terminer Montaigne. C'était un moment magique, parce que c'était à Rome, c'est la Via Appia, le soleil, la nature, etc., etc. Et puis, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, nous sommes d'accord, la documentation réunie, le décor est fixé, ce qui est tout de même très important. Il faut qu'un personnage entre et sorte, on doit savoir où il entre et où il sort. Oui. Et puis après, c'est le découpage plan par plan. Alors dans chaque plan, j'installe une caméra, parce qu'effectivement, je crois que c'est très important, parce qu'un dessinateur peut magnifier, si je puis dire, son dessin de par l'angle d'attaque, la profondeur de champ, etc., etc. Donc c'est vous qui préparez ce travail-là, si je puis dire. Je prépare ce travail-là, parce que ça vient tout seul. Voilà, tout est-ce qu'il arrive qu'il y ait un travail en retour du dessinateur? Est-ce que Fabien Nury, il vous est arrivé que le dessinateur vous donne des idées, si je puis dire? Oui, bien sûr. Déjà, il lit ce qu'on écrit. Oui, il a le droit de donner son avis, c'est la moindre des choses, il va passer du temps dessus. On peut en discuter, on peut ne pas être d'accord, on essaye de se mettre d'accord, on essaye de fonctionner par adhésion plus que par compromis. Après, moi j'ai connu à peu près autant de collaborations de styles différents que de collaborateurs différents. Certains sont très demandeurs d'avis sur la mise en scène, sur ce qu'on va appeler le storyboard, donc demandent qu'on leur précise les axes, si possible, ou qu'on en discute beaucoup. D'autres ont envie d'assumer eux-mêmes la mise en scène. Généralement, ceux-là, on se demande s'ils sont sûrs, mais comme on a vu ce qu'ils font d'habitude, on y va en confiance. J'ai bossé avec Christian Rossi, avec qui j'ai fait West. Lui, il assume la mise en scène. Bon, mais je le sais. Donc vous lui laissez cette part-là. Oui, en fait, par contre, il assume la mise en scène sur quelque chose qui est un découpage dialogué de case en case, c'est-à-dire quelque chose qui lui laisse quand même pas il est quand même sur des rails. La place de faire du jazz. Voilà. Donc non, l'histoire, il faut la raconter bien. Et il s'agirait pas de déborder de telle sorte que l'histoire en souffre. Ça, non, ça, il me le doit. Mais il sait très bien qu'il me le doit, c'est un grand professionnel. Donc, après, l'un comme l'autre, ça va travailler plus ou moins en osmose. J'ai fait des BD avec des Américains et des Chinois que j'ai jamais vus. Mais en même temps, les albums que je préfère, curieusement, sont ceux que j'ai fait avec des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui sont devenus des amis.
Voilà, donc Sylvain est un ami, Thierry Robin est un ami, Bruno est un ami. Et du coup, je pense que ça se ressent aussi à la lecture à la fin, parce qu'il y a une compréhension par le dessinateur de quelque chose de plus important que le texte, le sous-texte. Vous étiez 2 scénaristes, Laurent Oui, Deutsch. moi j'étais plutôt auteur et la mise en scène aussi, je me suis glissé dans les pas de Sylvain Runberg qui est un grand professionnel et qui m'a très très vite fait comprendre que ça ne s'apprenait pas comme ça et qu'il n'y avait pas de fulgurance, qu'il fallait de longues études, enfin une longue formation à la mise en scène en BD. Et d'ailleurs il me l'a dit tout de suite, il m'a dit tu sais quand tu tournes une page de BD, tu vas pas regarder en haut à gauche. Ton œil va être attiré par telle ou telle case, c'est pas c'est pas pour reprendre la phrase de Rabbi Jacob, ça se lit pas de la droite vers la gauche, ça se lit d'une manière un petit peu anachronique, pas forcément dans l'ordre, et ça c'est tout le travail et tout l'art du metteur en scène que de savoir guider le lecteur à travers les cases et dans un ordre qui finalement qui lui sera propre. Vous savez de quoi vous allez parler la prochaine fois ? Eh bien, j'ai 2 autres albums qui sont en préparation, l'un sur le rapport La Rencontre qui n'a pas eu lieu mais entre Napoléon et Charette, mais on sait que Charette et Napoléon ont eu un familier en commun qui était Lascaz. Bien sûr. Et donc ça je suis en train de le développer, mais bon, Charette c'est un sujet un petit peu sulfureux et je pense que je vais d'abord plus sereinement m'atteler à développer le rapport entre Nicolas Fouquet et Louis XIV. Vous êtes bien placé parce que vous avez joué Fouquet. J'ai joué Fouquet, oui. C'est un peu facile, c'est un sujet, là je suis en terrain très très connu. Moins miné que Charette. Et vous, Fabien Nury, vous pensez que vous allez revenir à l'histoire la prochaine fois ou... Oui, je ne pourrais pas arrêter si je le voulais. Donc non, là, comme je disais, je vais me promener un petit peu chez les Tsars en 1905. Après, je vais aller faire un tour du côté des colonies, parce que là aussi, il y a des gens qui ont fait pique-pendre et ça mérite d'être raconté. Encore une fois, j'ai le cynisme tranquille du raconteur d'histoire qui ne manquera jamais d'horreur. Mon Dieu, oui. Voilà, donc non, c'est le côté trouver des personnages. Et puis aussi, je voudrais dire, je pense qu'on a ce point commun. Il y a une certaine cinéphilie et donc il y a quelque chose qu'on aime beaucoup. Très net dans vos œuvres. Et il y a les genres. Et on n'a pas parlé des genres, mais somme toute, ce que fait Murena, c'est ressusciter un genre, le péplum. Et on aime tous les genres classiques aussi, les amoureux d'histoire. On aime le western, on aime le polar, on aime les histoires de guerre ou les histoires sur la guerre. Et ça aussi, c'est un filtre narratif très important. Est-ce que ceci sera une saga criminelle ? Est-ce que ce sera une comédie noire ? Quel serait le nom du réalisateur rêvé pour faire cette histoire que j'ai envie de raconter ? Ça n'a rien à voir et ça vous donne encore une fois le ton et le point de vue. Bien sûr, on rêve Coppola, Léon, il était une fois en France. Mais si on est sur la mort de Staline, on se dit Billy Wilder, comment il ferait Billy Wilder, comment il ferait ? Voilà, et ça change tout au style et au ton et donc à l'émotion suscitée. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des clins d'œil que vous faites. Hein. On se rend compte de tome en tome, je pense lorsqu'on parle de la libération de Paris à Paris brûle-t-il. L'idée n'est pas de citer le film, c'est plutôt de se couler dans une atmosphère qui est proche. Oui, c'est ça. Oui. Non, on veut pas du tout répéter des répliques qu'on a bien aimées, comme un perroquet n'aurait absolument aucun intérêt. Il se trouve que quand vous parlez d'indifférence ou de lâcheté collective et que vous vous situez dans l'occupation, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur Monsieur Klein. Tant mieux, parce que c'est un film magnifique. Donc voilà, je trouve que c'est quand même très costaud ce genre de truc. Et on a quel bonheur que de se replonger dans l'Armée des Ombres, dans la Tombe Lucien, dans tous ces trucs-là, et de se dire, voilà, globalement, il y a une lumière, une atmosphère, un point de vue dont je peux largement différer, bien sûr, mais qui fait partie de l'inspiration, et voilà l'atmosphère générale qu'on va essayer de retranscrire. Alors ça, c'est chouette, effectivement. Vous nous avez dit plusieurs fois, Jean Dufaux, que vous aviez conçu Murena avant Gladiator. Depuis, un certain nombre de films et de téléfilms sont arrivés sur le terrain. Vous restez néanmoins fidèle à Rome, et il y en a des empereurs après Néron. Ça pourra continuer encore longtemps. Non, il y a une quinzaine d'albums prévus sur Murena. Une quinzaine. Oui, on accompagne Néron jusqu'à la fin de sa vie, donc je m'arrêterai là. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Fabien, c'est très très juste. Il y a une dizaine d'années, je m'étais dit je veux écrire un western, car j'ai justement un amour pour ce style d'histoire. Et c'est vrai qu'avant de démarrer mon western, j'ai pensé à un metteur en scène, pas pour le paraphraser, mais pour retrouver sa couleur, sa rythmique, aussi pour un film un peu maudit, qui était Les Grands Espaces de William Wyler. Et c'est ce film-là qui m'a donné le rythme, je dirais, interne de l'histoire que j'ai écrite. D'autant qu'il n'est pas très classique, ce western-là. C'est pas la revanche, c'est Revanche des cendres, donc de Dufaux et de Labisse. C'est le 8e tome de Murena, édité chez Dargaud. Alors c'est fini pour ce qui est de Il était une fois en France, le tome 6, La Terre promise. Et
publié chez Glénat bien entendu, et puis de Laurent Deutsch avec Runberg et Ocaña, Histoire au pluriel de France. On commence par le XVIe siècle par François Ier et le Connétable de Bourbon. C'est en coédition chez Michel Lafon et chez Casterman. Je voulais vous signaler que Pascal Fornery, qu'on connaît bien dans cette émission, a réalisé un documentaire sur l'histoire de Spirou et que ce documentaire sera diffusé sur Arte samedi prochain, là, le 2, à l'occasion du 75e anniversaire de Spirou aux éditions Dupuis. Spirou qui a joué un rôle non négligeable dans la BD historique, d'ailleurs, on pourrait le dire et le souligner. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler d'histoire et de bande dessinée dans le cadre de ce festival de la bande dessinée d'Angoulême. Angoulême.